Ceci est un livre audio autogénéré par Google. D'un élément ajouté en sculpture. En l'église San Lorenzo de Florence, dans le caveau des Médicis où se rassemblent, au-dessus des tombeaux, plusieurs sculptures gigantesques de vieillards puissants et austères et de femmes pensives. Une lumière grise, un peu poudreuse descend très lentement du haut lanternon de la coupole par où prend le jour cette prodigieuse salle en rotonde consacrée à Michel-Ange. Une houle de lumière et de nuit enlacée transfigure les sculptures dont certaines les personnifient. Pour qui a le bonheur de séjourner là, seul, le temps long d'une méditation, ce lieu peut donner le sentiment que le monde a un sens. Lequel ? L'art ne dit pas. Le sens du monde est hors du monde, affirme Wittgenstein. Adorno renchérit, celui qui perçoit l'art autrement que comme étranger au monde ne le perçoit pas du tout. Et le tombeau des Médicis où des géants plus humains que les hommes usent entre eux, au lieu d'une langue, d'un silence vivant est bien en ce monde un lieu hors du monde. Le plus surprenant est que cet ensemble d'œuvres n'en est pas un. Il s'agit à l'évidence d'une seule œuvre insécable dont les éléments sont disposés en cercle, c'est-à-dire en une figure qui ne dépend d'aucune et dont aucune ne dépend. Hors du monde, certes, cette sculpture dont font partie les groupes, les morts eux-mêmes dans leur caveau de marbre, la haute coupole et ses nervures, la lumière grise uniforme et surtout, au cœur de l'œuvre, le vaste espace vide voulu délibérément comme lieu de passage des hommes éphémères dont le vide existentiel met en abîme un vide essentiel et annonce peut-être cet élément ajouté en sculpture, dont nous parlerons pour des œuvres postérieures de plusieurs siècles. Cet élément n'est pas présent dans la plupart des sculptures contemporaines qui pourtant usent du vide comme condition même de l'œuvre. La recherche d'un équilibre des masses, cohérent avec soi-même mais aussi avec le paysage qui fut par exemple, celle de Moore, passe par une implication du vide. L'œuvre monumentale se trouve pour le passage du ciel et des arbres ou bien se scinde dans plusieurs éléments massifs, qui refont leur unité en contraignant le regard à tenir compte de la présence matérielle de ce vide. Même l'homme qui marche de Giacometti convoque un espace immense et un vide infini. Ces formes diverses de la sculpture ressortissent aux arts de la vue même si l'émotion artistique se traduit par des manifestations physiques, battements de cœur, vertiges et parfois même, comme dans le caveau des Médicis, ce que l'on appelle la chair de poule qui traduit le plus précisément le sentiment particulier que l'on peut qualifier d'espace plastique. Un type d'émotion identique en peinture et sculpture. Seuls certains artistes introduisent le passage du corps du visiteur comme un élément ajouté en sculpture. Non pas une addition décorative mais une extension réelle de la sculpture elle-même qui devient alors plus qu'un art de la vue, un art synesthésique, par exemple chez Serra ou Newman, ou du toucher passif chez Soto. La sculpture nommée Clara Clara de Richard Serra trace un parcours de 36 mètres entre deux parois faites d'épaisses lames de métal rouillé de 3,40 mètres de hauteur. Ces murailles se développent en courbe, et leurs dimensions sont si considérables que d'aucun point de vue l'on ne peut saisir leur forme dans sa totalité, sauf d'un hélicoptère mais alors la forme seulement et non la sculpture dans sa matérialité. Ce qui apparaît ce sont deux parenthèses orientées au contraire de leur sens habituel, en quelque sorte dos à dos. Vu de haut, le parcours entre les lames dessine vaguement un sablier et cette forme explique peut-être la force d'aspiration abyssale qui saisit le passant qui s'y engouffre. Celui-ci est vite perdu. Le rétrécissement du chemin l'angoisse un peu. Les lames ont la couleur de leur rouille. À l'entrée, elles paraissaient perpendiculaires au sol, or très vite elles se révèlent penchées, parallèlement penchées, d'une bonne trentaine de centimètres, ce qui, en rendant sensible leur poids considérable, crée une impression de malaise et de menace, en même temps que l'étranglement du chemin ajoute au sentiment d'être pris au piège. L'idée vient que si les parenthèses avaient été placées dans le bon sens, le visiteur se serait senti comme mis hors circuit par la méthode de l'épopée husserlienne qui isole provisoirement un élément du monde pour l'étudier et le décrire, le réduire à ce qu'il est, hors des rapports fonctionnels qu'il entretient avec son milieu. Et le sentiment d'être l'objet d'une attention extrême l'aurait, au contraire de celui qui l'éprouve, rassuré et déchargé de sa solitude et de son angoisse. Mais peut-être à la réflexion, les parenthèses sont-elles orientées correctement, et ce qu'elles essaient de tenir entre leurs arcs dans un effort jamais tenté, ce n'est pas l'étroit corridor étranglé, mais l'espace du monde tout entier à l'exception de ce corridor de l'angoisse. Le visiteur, maintenant engagé dans le goulet, se sent non pas tiré hors du monde comme une réalité précieuse, mais abandonné comme un reste à jamais inassimilable à l'univers.
L'énergie créatrice de l'œuvre ne s'exprime plus dans une représentation. Celui qui traverse la sculpture la vit dans une immanence totale. Elle ne se montre pas, elle donne à vivre ses mouvements les plus complexes et les plus audacieux, ses dimensions, son poids. Elle ne s'accomplit vraiment que dans cette sphère d'immanence. Elle n'a pas d'extériorité vraiment saisissable. Le passant conscient soudain qu'il n'est que passant en ce monde, égaré, comme en la selva obscura de Dante, entre ces parois de couleur infernale, dans cette trajectoire gauchie, faussée, déjetée, à l'instar, pense-t-il, de sa vie elle-même, se retrouve comme dans ce poème de la création écrit il y a plusieurs millénaires en Mésopotamie, lorsque le ciel en haut n'était pas nommé et que la terre en bas n'avait pas de nom. Le parallèle avec les sculptures de Barnett Newman intitulées Zimzoum 1 et Zimzoum 2 se fait naturellement. Deux parois comme chez Serra, mais en accordéon et posées en des sortes de paravents à 8 feuilles décalées. Les angles saillants de l'un correspondent aux angles rentrants de l'autre en sorte que le chemin que le passant emprunte a la forme d'un long zigzag régulier. Le terme de Zimzoum, bien qu'employé aussi en raison de la forme répétée du Z, fait d'abord référence au concept kabbalistique du Tzimtzum. Newman fut un passionné de la Kabbale qu'il étudia durant plusieurs années, en compagnie de Rothko. Ce concept divin caractérise l'acte par lequel Dieu, en vue de ne pas faire obstacle à la liberté des hommes, contracte son essence et se retire du champ humain laissant derrière lui, néanmoins, une trace de sa présence, une odeur, on ne sait, ou une certaine qualité de silence ou ce à quoi peut atteindre une peinture, l'espace plastique ou bien, selon Newman, quelque forme organisée en l'occurrence un angle mystérieux que l'on retrouve presque toujours dans toute ramification végétale. Aussi le visiteur enivré, suit-il ce parcours d'homme ivre, de vin, de vie, d'espoir, d'art ou de foi, bien loin de l'état d'abandon qu'il connaît dans l'étranglement du sablier de Serra. Est-ce lui ou Dieu qui, selon Newman, titube et danse ? Les Pénétrables de Jésus Raphaël Soto se présentent comme des volumes constitués de légères tiges assez peu rigides de plastique coloré ou transparent. De toute façon, l'épaisseur souvent considérable de l'œuvre assure une opacité de moins en moins translucide des bords vers le centre. L'ensemble occupe parfois la majeure partie d'une salle de musée du sol au plafond auquel les tiges sont fixées, parfois une vaste surface circulaire sur l'esplanade du MAM de la ville de Paris ou dans le hall d'entrée du musée du Jeu de Paume. L'on peut penser à une œuvre d'art construit ou au groupe Zéro de Waker. Pourtant, contrairement à ces œuvres austères et théoriques, ici l'abord est ludique et plutôt subversif par rapport à ces conceptions rigides en lesquelles il compte bien introduire le chaos. Celui qui se hasarde dans un de ces buissons de plastique d'un jaune criard par exemple, s'amuse d'être frôlé, encombré, aveuglé par les tiges sans souplesse. Mais à nager dans ce milieu inerte, immobile, car le mouvement des tiges n'a aucun dynamisme propre et ne se produit qu'au seul moment où on les écarte, laissant l'ensemble extérieurement impassible, il finit par être désorienté, ne rit plus du tout, se sent même envahi d'une légère panique qu'accroît l'insensibilité de l'œuvre et sa neutralité expressive totale. Monstre indifférent, inhumain et quelque peu carnavalesque. Lorsque le visiteur jaillit brutalement à l'air libre, le sourire lui revient péniblement et l'expérience ne se laissera pas toujours oublier. Sans la pénétration humaine, rien ne se serait révélé des excès possibles de cette œuvre qui serait éternellement restée énigmatique et impersonnelle. Le passage de l'homme a seul donné à la sculpture son sens véritable éprouvé, plutôt que déduit du regard. Les sculptures traversables d'Albert Hirsch se rapprochent de celles de Newman plus que de celles de Serra ou de Soto, mais il existe chez tous ces artistes une certaine analogie de démarche. Leurs sculptures appellent à ce que l'on franchisse le seuil de leur intimité, invitent à abolir la distance comme transcendance qui structure leur apparition et leur visibilité car dans ces œuvres la mise à distance échoue à dire tout l'essentiel. L'idée sous-jacente est que la représentation en sculpture comme en peinture ne trouverait son accomplissement que dans la possibilité qui nous est offerte de communier avec sa pure présence. Qu'il y aurait en toute œuvre d'art un au-delà à atteindre auquel la vue seule ne peut donner accès. Les grandes œuvres d'ensemble d'Albert Hirsch ne comportent ni masse ni grande surface plane. Elles sont toutes en claire-voie et ouverture, faites de barres creuses à sections carrées coupées à vif, dressées à la verticale et forgées en courbe et contre-courbe. Elles se raccordent, à leur sommet, par une courbe horizontale en fronton qui crée un effet de portique. Bien que soudée, cette pièce semble posée avec circonspection le plus légèrement possible.
Les courbes verticales constituent une assise solide appuyée directement au sol, parfois sur leur angle extérieur comme une danseuse sur une pointe. Et c'est bien l'essentiel pour une sculpture qu'elle tienne dans son rapport à la terre sans moyens orthopédiques, socle épais ou armature. Ainsi l'ensemble donne-t-il une impression d'évidence et se mêle à la cité comme un arbre parmi les gens qui vont et viennent. Ces œuvres ont souci de se livrer entièrement, d'être totale extériorité, mais en même temps elles n'y parviennent pas parce qu'en elles quelque chose se dérobe sans cesse. La complexité topologique que produit la combinaison des croisements de courbes, conjonction-disjonction, interruption de l'une à mi-hauteur pour en étayer une autre, leurre, divergence malicieuse, esquive, rend malaisée la saisie de l'ensemble. Lorsque nous tournons autour de l'œuvre, nous percevons des aspects chaque fois si différents que nous ne parvenons pas à les intégrer dans une image totalisatrice. De même, des photographies prises sous plusieurs angles semblent-elles nous montrer des œuvres différentes. Tout en elles est saisissable mais jamais leur totalité. La barre horizontale courbe qui sert de linteau au portique dépasse souvent l'appui des montants arqués comme le font les toitures des palais chinois dont les coins amorcent un envol. D'ailleurs tout s'envole dans ces sculptures. Et les arbres vus entre les courbes mêlent leurs fourches à ces danses maticiennes. Les ombres portées elles-mêmes ajoutent à l'ensemble des formes inattendues d'entrelacs qui ne sont pas la projection de formes constituées mais la création d'autres, différentes selon les heures. Le franchissement d'un portique offre non pas un parcours mais vécu de l'intérieur, l'expérience de la sculpture dans sa complexité chorégraphique. La totalité, insaisissable à l'extérieur, nous en avons la révélation sous la forme d'une épreuve étrange, un léger vertige, un trouble de l'espace. Ce passage éphémère offert par la présence des portiques énonce une double loi de cet art. Que le rapport à l'homme fasse à tel point partie de l'œuvre que sans la simple possibilité de cette implication physique, elle fut moins signifiante. Et que seraient les pyramides s'ils n'étaient des tombeaux, fussent-ils vides ? 2. Que la complexité d'une création puisse entièrement se révéler dans son immanence, afin que, quel que soit son formalisme, une œuvre ne puisse complètement s'objectiver mais qu'elle demeure, dans sa possibilité de se transfuser en nous, à jamais, une non-chose. La joie que donne aux passants le parcours céleste du Zimzoum de Newman, Albert Hirsch la lui procure aussi dans une synchronie sculpturale intense par la simple possibilité de franchissement de ses portiques. Comme sans doute, jadis à Babylone, le passage sous la porte enluminée d'Ishtar offrait aux Mésopotamiens une exaltation fervente car il marquait l'entrée dans la cité de la parole. Lars Fredriksson cherchait depuis longtemps à débarrasser la sculpture, de tout volume, et même de tout espace artificiel, à lui faire retrouver l'espace réel y compris sidéral, celui, disait-il, dans lequel nous nous situons. Pour cela, il lui fallait s'éloigner non seulement du volume mais de tout élément visuel. De ses premières œuvres à l'explosif, il ne restait rien, mais elles faisaient voir autrement les étoiles. Je voulais me libérer de tout. N'avoir plus que le son qui intervienne sur moi, en moi. Même s'il était distribué aussi dans l'espace. 1. Pour parvenir à la production de ces sons, il recherche des fréquences sonores qui agissent directement sur le corps, produisent en lui des modifications. Et ce n'est pas la qualité sonore de ces sons qui l'intéresse mais leur qualité plastique, les formes sans forme qu'il sculpte en notre corps et au cœur de notre affectivité. Ce n'est plus l'homme qui passe à travers la sculpture, mais la sculpture qui en lui s'exprime avec une sorte de matérialité sculpturale organique, devenant ainsi un élément ajouté à l'homme. À Nice, au début des années 80, à la Villa Arson où il enseignait, Lars Fredriksson réalisa une exposition de sons dans des salles absolument obscures. Sons à peine audibles mais que, mystérieusement, chacun ressentait. Leur netteté et la durée des intervalles entre eux donnaient l'impression d'estampage de l'espace, une impression plastique plutôt que musicale. Au bout d'un temps, dans cet environnement ténébreux, les participants ne savaient plus très bien si ces estampages avaient lieu en eux ou hors d'eux. Le poète Roger Giroud dans S2 écrit « Et puis avec indifférence, attendre dans le noir que l'oreille s'efface. On écoute les murs, on oublie que le ciel est absent. » L'art de Lars est très proche de celui de Giroud. Même douceur violente, même radicalité absolue. Lars accompagna Blanc de ses dessins pour les éditions 1 mais Giroud était déjà mort. Les deux artistes ne se sont pas rencontrés. Dans L'Arbre, le temps,
3 Giroux parlant de l'espace neutre et nude ou par sa parole, dit que pas une image ne décore ce lieu, et qu'il ne peut rien supporter sur ces murs blancs à la seule exception d'une photographie de Fredrickson qu'il devait tenir de leur ami commun Jean d'Ève. Jean Degotex, 1918 à 1988. 1. Beckett à un jeune écrivain. Accroche-toi à ton désespoir et chante-le. Degotex qui admira Beckett semble avoir tenu compte de ce conseil. Sa peinture comme prise tout entière dans un élan, sa respiration libre, l'expulsion du cygne comme expiration d'un vaste souffle ont quelque chose de jubilatoire. Or cette jubilation plonge ses racines dans la mort et le drame. C'est ce qui lui donne sa gravité. C'est aussi pour cela que certaines des œuvres de ce peintre, bien que produites avec la plus rigoureuse neutralité et une grâce légère, provoquent en nous une émotion aussi bouleversante que celle d'un Rothko. Ce thème de la mort dans l'œuvre de Degotex n'a jamais été abordé. Si je choisis de l'évoquer, c'est qu'il n'est pas un thème entre autres. Il y a bien des clés qui permettent d'accéder à cette œuvre infiniment complexe dans sa simplicité bien plus minimale que celle des minimalistes américains. Mon minimum, disait-il, est plus le vide que l'élémentaire. Mais le thème de la mort me semble le seul qui puisse rendre compte de l'ampleur métaphysique de son inspiration. 2. Les extrémités de nos perquisitions, lit-on dans Montaigne, tombent toutes en éblouissement. Cet éblouissement-là, sinon par la voie bien plus industrieuse qui y conduit, ne diffère pas vraiment de l'illumination dans le zen. Il constitue, nous le verrons, le mouvement propre à toute l'œuvre de Degotex, celui aussi qui caractérise le mieux la trajectoire de cette vie. Dès les premiers travaux de Bretagne et longtemps avant qu'il n'ait entendu parler des philosophies d'Extrême-Orient, le peintre aspire dans son travail à une communion avec l'infini. La série des dessins du quai de Dinard, datée de 1945, s'achève par une feuille ne comportant plus que quelques lignes légères que fait trembler un vide immense. Mais le travail est tout d'un tenant avec l'existence qu'il engendre. Sur le chemin qui chaque matin le mène vers la mer pour peindre ses grands papiers sur le sable, Jean observe avec minutie la liberté soudaine de l'air qui joue avec la pointe des herbes, les branches pendantes aux feuilles raides et décolorées d'un arbre du côté de l'océan, les débris de goémon dans l'ornière d'une roue. Il hume la brise de plus en plus iodée avant que ne survienne l'espace vertigineux, la mer tout entière, donnant moins à voir qu'à respirer. Nous disposons grâce à Charat, l'ami breton, d'une photographie datée de 1954 à Tréhompan, du peintre saisi dans ce moment d'éblouissement. Dès lors, la peinture est presque faite. Le pinceau n'a plus qu'à voler légèrement sur l'arche avec la grâce dansante qui caractérise cette période. Dans l'œuvre abondante de Degotex, le catalogue raisonné devrait recenser plusieurs milliers de numéros, tous les thèmes s'enchevêtrent. Mais un thème nouveau ne peut survenir qu'en prenant en compte ceux qui l'ont précédé en sorte que, malgré d'apparentes ruptures, l'œuvre ne connaît pas de solution de continuité. Le thème le plus secret, celui de la mort, bien qu'il n'apparaisse que de loin en loin comme un large surfilage, est présent à tout instant à partir de 1963. Cette année-là, un événement tragique marque si profondément la vie de Jean Degotex qu'il en modifie le cours de son œuvre. En 1963, Frédéric, surnommé Kikou, sa fille unique âgée de 16 ans, est tuée dans un accident de la route. Le peintre, qui tente alors de se suicider, demeurera plusieurs mois dans un état de prostration et interrompt toute création. Il se rendait néanmoins à son atelier, rue Saint-Jacques, et restait dans son vieux fauteuil jusqu'au soir. Tous les tableaux étaient retournés à l'exception, posés contre un carton sur un chevalet, d'une gouache rouge barrée d'un épais geste noir qu'il réalisait lorsqu'on vint lui annoncer la catastrophe. Une fois, il se leva pour tracer au feutre noir contre la lourde porte blanche de l'atelier, un X suivi d'un point d'interrogation. Ce X, l'inconnu, le mystère, marquant non point la révolte mais la stupéfaction, l'incrédulité devant la béance, il le garda sous les yeux jusqu'à la démolition de l'atelier 20 ans plus tard. Il se heurtait à un problème insoluble. Toute son œuvre était animée par la recherche du vide. Il avait peint en 1959 la série des 18 grands vides, de la neutralité et de l'effacement de soi. Or il en faisait l'expérience. Le vide et le neutre caractérisent aussi la mort. Pour lui, le vide ne signifiait pas jusqu'alors le néant. Ou en tout cas il lui apparaissait comme un néant positif, le zéro positif de Suzuki,
vécu comme un état de communion totale avec l'univers que l'on peut atteindre dans un élan immédiat. Levez le doigt et tout l'univers est là, était le titre d'une toile de 1958. Comment articuler les deux faces du néant? Dès les premiers tableaux qui suivent cet événement, le X apparaît. Il barre lourdement la toile Ibn X, qui était faite mais qu'il reprend sans doute après l'accident. Assignation de la mort, mise en signe et incorporation à la peinture du signe. Le X se retrouve dans la série des suites rose-noire de 1964 où des compacités d'obscur submergent le vide. Puis dans la série des hors-sphères parfois intitulée HX. Entre 1972 et 1974, avec la série des médias, l'œuvre s'engage dans une voie de renouvellement. Effacement de plus en plus radical du peintre, attention portée à la vie du matériau travaillé par l'encre et l'acrylique, à l'encre elle-même dans l'imprévisibilité de ses coulures, au bruit de la goutte sur le sol ou du craquement du papier en cours de séchage. Dissémination en tous sens, de plus en plus immaîtrisable. L'œuvre qui n'obéit plus vraiment au créateur, à sa propre logique de développement-épuisement, réactivation. Il se produit une sorte de germination autonome. La réactivation se faisant toujours par recours au passé, le mode de création s'apparente en fait à celui de la nature qui crée toujours du neuf avec de l'ancien. Le noir n'a plus la même charge expressive. Il n'est plus de l'obscur. Pourtant souvent, à la jonction médiane des deux champs, l'un d'acrylique, l'autre d'encre de Chine, le peintre trace un léger X en réserve, un memento mortem qui lui sert de lien avec la période du signe et assure la continuité de la recherche. De plus, il revient sur le travail, scénographie d'une pratique, dit-il, avec des notes de parcours dans lesquelles il ressaisit graphiquement chaque geste de son travail et chaque outil dont il a usé, en des croquis à l'encre de Chine ou au crayon, sorte de bandes dessinées dans lesquelles il observe l'action et le mode d'exécution de l'action, le faire et le comment c'est fait, et aussi le recyclage marginal des déchets, par exemple les bandes arrachées au centre des tableaux façonnés en boule ou leur empreinte à L', encre de Chine sur une série de papier boule, etc. Il cite souvent cette phrase de Wittgenstein, « Dis-moi comment tu cherches, je te dirai ce que tu cherches ». Plus que chez tout autre peintre, il est donc essentiel de savoir comment celui-ci cherche puisqu'il n'y a rien pour lui au-delà du comment. Rien de dissible ou de pensable. De ce rien ou de ce vide, le comment est l'épreuve. Madame Geneviève Simon, dans la thèse capitale qu'elle consacra naguère au travail de Degotex, parle de désœuvrement pour décrire cette démarche qui va en effet de désœuvrement en désœuvrement, création par retrait et épuisement des séries, dont il émane une densité de peinture en même temps qu'une plénitude du vide dont il n'est d'exemple que chez Matisse. Sous cet aspect, Degotex est à l'évidence le plus proche continuateur de ce peintre qui aimait à dire « Je ne peins pas les feuilles mais le vide entre elles ». 3. Entre-temps, en 1965, il a produit un étrange tableau, un tableau-cri intitulé « L'X ou le déchirement ». Il s'agit d'une gouache rouge sur papier traversée de 3 déchirures blanches fulgurantes. Aucun X ne figure. Il faut prendre la préposition ou du titre comme l'indication d'un mode alternatif d'intégration de la mort, non plus comme un signe parmi les signes mais comme élément plastique central ou uni. Il n'y a plus cette solitude contingente du signe sans la matière mais soudain, comme dans une illumination libératrice, une combinaison de la mort avec la matière du monde dans la nécessité de ses formes déchiquetées. La déchirure pourrait valoir pour le déchirement. La découverte, cependant, restera inexploitée durant 7 ans jusqu'aux séries de déchirures présentées à l'exposition Pompidou de 1972. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.